Donc avant de commencer, de lancer la présentation, je souhaitais peut-être faire un. Alors on va commencer par un bref tour de table virtuel et ensuite, si vous pouvez aussi nous refaire un petit point sur votre projet. On avait discuté il y a déjà quelques mois du sujet. Si vous pouvez nous refaire un petit point, un petit update, ce serait parfait. Euh, je vous laisse commencer les présentations. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Aziz Cissé, je suis chef de projet test et recettes au sein de Partesys. D'accord. Alors moi j'ai le Voilà, son qui Catherine coupe Alade, donc beaucoup là. responsable de l'équipe validation. Ok. Donc, Luc Vanel, j'espère que vous m'entendez mieux que moi parce que moi j'ai beaucoup de coupures là. Donc Luc Vanel, je suis le responsable des équipes de référents applicatifs et de validation, donc enfin responsable de Catherine notamment et de Aziz sur tout le périmètre logiciel qui édite Partesys. D'accord. Écoutez, Monsieur Vanel, on vous Que ce entend. soit des solutions temps réel ou des solutions mainframe. Ok. Monsieur Vanel, on vous entend très bien, hein, il n'y a pas de problème. D'accord, bon. Parfait. Sylvain, s'il te plaît. Donc moi je suis Sylvain Buton, je suis solution architecte, notamment les solutions DevOps. Et donc c'est moi qui vais assurer la présentation et la démo aujourd'hui. Merci Sylvain. Et donc pour ma part, je suis Emmanuel Talpin, je suis le compte manager en charge chez Microfocus en fait de l'ensemble des solutions Serena Software et également toutes les solutions de tout le portfolio de tests, notamment la gamme ex-Borland, nos outils Silk, d'automatisation des tests, de référentiels et de tests de performance et également de gestion des exigences, bien évidemment. Monsieur Vanel, si vous pouvez nous refaire peut-être un petit update par rapport à votre projet, vos attentes et le time frame en fait de votre projet, de vos réflexions. Oui, alors donc on s'était rencontrés dans le cadre des Journées françaises du test logiciel l'année dernière, hein, mais très brièvement. Oui. Donc chez Partesys, on fait de la recette depuis bien longtemps et Catherine est aux commandes des équipes de recettes depuis bien longtemps également. Et on est évidemment dans des processus d'amélioration continue sur ce périmètre. On fait une recette qui se situe à mi-chemin entre les tests faits par les équipes de développement qui travaillent chez Partesys et puis les recettes plus métier des équipes homologation des établissements, homologation ou maîtrise d'ouvrage, puisque l'organisation n'est pas exactement la même entre BNP et Natixis pour le compte desquels nous travaillons. Enfin, donc, en tout cas, dans ce contexte-là, et tant sur le périmètre mainframe que sur le périmètre temps réel Java, nous sommes à la recherche toujours des meilleures solutions, effectivement, et des axes d'amélioration. Et on a depuis pas mal de temps, notamment, des chantiers qui n'avancent pas bien sur la traçabilité des exigences entre l'expression de besoin récoltée par nos référents métiers et ce qui en est décliné en bout de chaîne et testé par les équipes de validation de Catherine. D'accord. Donc c'est une des préoccupations parmi toutes celles qu'on peut avoir autour de l'amélioration continue de la recette, puisqu'évidemment on est aussi en recherche d'amélioration sur les jeux de données, sur les références, enfin sur les outillages automatisés, etc. Enfin bon, comme toutes les équipes de test. Hein. Et puis on a aussi une volonté, et notamment c'est ce qui a donné lieu à la prise de poste d'Aziz, d'avoir une réflexion plus transversale sur le testing, c'est-à-dire à l'échelle entreprise. Et puis même en relation avec les équipes de test des établissements. Donc en tout cas avoir une vision du test de bout en bout, non pas seulement confiné dans l'équipe de validation, mais en relation avec les développeurs, les experts analystes, et puis en aval les équipes d'homologation établissement. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de nous aider dans la traçabilité, dans le partage de vocabulaire, dans la déclinaison entre l'exigence fonctionnelle
et puis sa déclinaison technique, opérationnelle, enfin concrète, applicative, on va dire, est bon à prendre pour nous. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de discipline de gestion des exigences. Alors on utilise Quality Center pour tout le périmètre de toutes les campagnes de test, HPLM, et donc on utilise plus ou moins systématiquement les modules exigences dans l'outil notamment, mais on a du mal à les faire s'attacher systématiquement à des références documentaires fournies par le métier. Et donc, on a du mal aussi à fournir des visibilités claires de la couverture des exigences en cours de recette ou en fin de recette. Alors, on le fait, mais c'est quand même toujours un petit peu fastidieux, difficile, c'est sujet à beaucoup de discussions. Donc voilà, on voudrait tout simplement améliorer la fluidité dans cet exercice et voir un petit peu au-delà juste de l'outil, les pratiques et puis, je dirais, l'ingénierie qui va autour de tout ça, quoi. D'accord. Parfait. Mais effectivement, donc aujourd'hui, on va vous présenter notre solution Dimension RM qui est vraiment focusée sur les exigences. On va faire le lien aussi avec globalement les interactions qui peuvent y avoir avec notre portfolio. C'est très clair. À l'heure d'aujourd'hui, en termes de réflexion et de projet, est-ce qu'il y a déjà des choses d'engagées d'un point de vue budgétaire? Est-ce qu'il y a déjà, ou est-ce que vous êtes encore à une étape juste de présentation, de réflexion sur le sujet? On a une étape de réflexion puisque là, on a engagé surtout des moyens sur l'aspect données. D'accord. Gestion des données, là, c'est plutôt les chantiers sur lesquels qu'on enclenche à court terme, sur des systèmes d'automatisation de tests également, de rejeux, etc. Mais par contre, sur l'aspect gestion d'exigence, on n'a pas engagé de budget en termes d'outillage ou d'action de fond. Voilà, on est plus sur de l'amélioration du fonctionnement entre équipes. Mais voilà, pour franchir un cran, en tout cas, on n'a pas engagé budgétairement, quoi. D'accord. Donc on est en phase effectivement d'observation, d'études, de partage pour voir si on doit prévoir des engagements. Après, on a des moyens. Okay. Voilà, on a des moyens budgétaires autour de l'amélioration des pratiques et notamment sur la partie testing. D'accord. Sylvain, tu as quelques questions ou on commence la présentation? J'aurai des questions, je les poserai au fur et à mesure de la présentation. Entendu. Je vous propose de commencer très rapidement par une petite présentation société, quelques minutes, et puis on va embrayer sur la présentation de la gestion des exigences. Est-ce que vous connaissiez Microfocus, peut-être dans une version, je sais que ProBTP utilise des solutions Microfocus. Microfocus a beaucoup changé. Microfocus à l'heure actuelle est le 7e éditeur mondial. Microfocus a racheté une structure que vous connaissez puisque vous m'avez parlé de QC et d'HPALM. Donc Microfocus a racheté fin de l'année passée. Microfocus a précédemment racheté la société Serena Software, qui est l'éditeur du logiciel Dimension RM, qui va vous être présenté aujourd'hui. Fin de l'année passée, Microfocus annonce le rachat d'HP Software. HP Software en tant qu'entité n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, puisque à partir du 1er septembre dernier, HP Software et Microfocus ont fusionné dans une entité unique qui se nomme Microfocus. Donc toute la gamme de solutions HP que vous utilisez est maintenant labellisée est une des solutions de test côté Microfocus. Microfocus est leader mondial dans le domaine du test avec évidemment les solutions HP, mais également toute la suite Silk ex Borland. Cette société fusionnée
regroupe à l'heure d'aujourd'hui les chiffres que vous avez en face de vous sont des chiffres uniquement Microfocus ancienne version. Donc Microfocus auparavant faisait 1,4 milliard de dollars. On fait maintenant à peu près 5 milliards de dollars. C'était 4500 employés. C'est 18 000 employés dans le monde à l'heure d'aujourd'hui. 7e éditeur mondial. Parmi les sociétés les plus importantes dans le domaine de l'édition de logiciels et dans le domaine de l'édition de logiciels côté ALM. Un portfolio évidemment très large, beaucoup de solutions dans le domaine du build. On va parler de gestion des exigences. Si je prends le cycle de vie d'une application, on va parler de gestion des exigences. On a plusieurs solutions, gestion des exigences, des solutions uniquement basées pour traiter par exemple les problèmes d'agilité, des solutions plus robustes, plus modernes, peut-être pour traiter d'autres problématiques plus globales, cycle en V, agilité, mainframe, monde ouvert. C'est la solution Dimension RM qu'on va vous présenter aujourd'hui. Au-delà de la gestion des exigences, on va parler aussi de gestion de configuration. On a des solutions de gestion de configuration, mainframe, monde ouvert. Par exemple, Natixis est un client Serena historique également sur cette partie-là. BNP également. Les solutions de test, on vient d'en parler, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et puis bien d'autres solutions, notamment sur l'approche DevOps. On a aussi des solutions qui permettent d'automatiser les déploiements et de réduire le time to market en fait des applications, la mise à disposition des applications. Tout ça en lien direct avec nos solutions de test. Ce sont des sujets qui sont très très porteurs également en matière d'automatisation de déploiement, d'automatisation de configuration et automatisation de déploiement applicatif. Je vais pas m'étendre sur les autres briques qui sont pas le cœur de cible aujourd'hui, mais on a plein de choses côté operate, côté production, notamment des solutions ITSM et des solutions de monitoring, et puis aussi tout un pôle sécurité pour gérer la sécurité de la data et la sécurité des accès. Tu peux passer, Sylvain. Ah. Je voudrais bien. Ah, voilà. Bon, je pense que. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation société, notamment par rapport au rachat d'HP ou autre, ou est-ce qu'on peut continuer? Bon, le rachat d'HP, je ne sais pas s'il va y avoir des impacts opérationnels. J'imagine que de toute façon, vous assurez, vous faites en sorte qu'il y en ait le moins possible. Donc, vous nous tiendrez au courant, j'en doute pas. Par contre, j'ai une petite question là. Quand vous dites Natixis et BNP sont clients, chez Natixis, est-ce que vous avez des contacts au sein de la monétique, du coup? Est-ce que c'est utilisé par les équipes de monétique? Parce que bon, Natixis, c'est grand. Hein. Oui. Je vais regarder, parce que vous donnez un peu une vision un peu plus globale. J'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que j'étais pas en charge moi-même de Natixis l'an passé. Natixis est un client historique sur une de nos solutions Serena côté monde ouvert et mainframe qui est la gestion de configuration. Ouais. Mais il y a sans doute aussi Natixis doit aussi utiliser des solutions HP et doit aussi utiliser d'autres solutions Microfocus. Ça, c'est une certitude. Et BNP également. BNP est un très très gros client Microfocus et HP. Alors, je vais regarder dans le domaine de la monétique. Plus précisément, je vais demander à un de mes collègues. Alors, monétique ou système de paiement. Hein. Donc, nous, on travaille pour le compte de Natixis Payment Solution, notamment, qui est la partie système de paiement, avec les équipes en homologation de Béatrice Dorette. Je ne sais pas si c'est un contact que vous pourrez retrouver. Donc, ils utilisent évidemment, ils utilisent HPLM, Catherine et... Oui, tout à fait. Donc ils utilisaient HPLM, mais je me demandais s'ils utilisaient d'autres. Est-ce que par hasard ils utilisaient des éléments de la suite Silk ou autres produits que vous éditez également pour partager avec eux, notamment puisqu'on partage avec eux très régulièrement sur les pratiques de recettes. Plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, on a eu un point. Bon, côté BNPP, on a un peu moins de répondants en termes d'organisation personnelle. Maintenant, si vous trouvez aussi des contacts dans la partie plus monétique côté BNPP, c'est intéressant, notamment pour avoir les visions utilisateurs un peu. Ça peut
ça me préoccupe également qu'on puisse monter des clubs utilisateurs ou des partages un petit peu en dehors de juste la voie éditeur, quoi. Oui, oui. Je vais me renseigner. Je vais vous faire un mail un petit peu détaillé là-dessus. Je vais aller chercher, je vais aller à la pêche à l'info. D'accord. Je vais aller voir le manager en charge de ces comptes. Ensuite, sur la partie DevOps et compagnie, bon, je pense qu'il y aura aussi, enfin, ce sera intéressant de nouer des contacts avec d'autres équipes chez nous. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais effectivement, notamment sur la réalisation Open, il y a beaucoup de préoccupations autour des automatisations de déploiement, beaucoup de travail sur l'intégration continue, etc. Donc, j'en ai déjà parlé à mon collègue qui est responsable de ce domaine-là. Je ne sais pas s'il a prévu d'aller plus loin, mais il y aura probablement aussi. Ce sera intéressant d'avoir une vue un peu plus globale également, puisque, enfin, pour le testing, évidemment, il y a le testing effectué derrière l'usine d'intégration logicielle et l'usine d'intégration continue. Il faudra qu'on ait une vue un peu plus large que juste l'aspect recette également, quoi. Si on peut avoir des solutions, je dirais, qui se branchent bien les unes aux autres, ça serait quand même mieux, quoi. Alors non seulement on a les solutions qui se branchent bien les unes aux autres, mais on a aussi une démo dev QA prod qui est opérationnelle, donc on peut faire une démo quand vous voulez sur ces choses, sur ces sujets-là. D'accord. Ok. Bon, je lui en retoucherai un petit mot et puis je lui donnerai vos coordonnées. C'est entendu. Très bien. On peut passer à la suite. Merci. Entendu. Je laisse la main à mon collègue Sylvain qui va commencer la présentation. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de dimension RM et donc dans la suite des solutions DevOps proposées par Microfocus, on a une solution donc de gestion de configuration dont Emmanuel vous a parlé qui s'appelle Dimension CM, Dimension Configuration Management. C'est la solution qui est utilisée chez Natixis et BNP notamment. On a également un automate de déploiement qui s'appelle Deployment Automation. Donc ça pourrait intéresser votre collègue sur le sujet dont on vient de parler juste à l'instant. Et puis tout ça est orchestré par une solution de release qui permet de planifier l'ensemble de release et leur déploiement. Donc en fait, avec ces 4 briques, on couvre l'ensemble du cycle de vie applicatif dans votre organisation. Et puis tout ça s'interface avec notre solution Silk de gestion des tests automatisés. Donc ça peut être des gestions des tests de performance ou gestion des tests manuels également. Et donc c'est notre solution Silk qui s'interface avec l'ensemble des autres solutions DevOps que l'on vous met à disposition. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de dimension RM, Requirement Management. Alors, Dimension RM, c'est une solution web, donc qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos exigences. Alors, l'ensemble de ces exigences, vous allez pouvoir les retrouver à travers différentes vues. La première vue, c'est une vue tableau de bord que vous voyez sur la partie. Est-ce que vous voyez mon petit pointeur rouge? Oui. Ouais, okay. Oui. Donc, sur la partie tableau de bord qui vous permet d'avoir une vision transverse de l'ensemble de vos exigences réparties suivant différents critères d'affichage, réparties par priorité, par coût, par date de mise à disposition, ce que vous souhaitez. En fait, vous allez pouvoir paramétrer et créer vos propres rapports. Évidemment, tout ça seront filtrés par des droits. Donc, évidemment, suivant les droits que vous aurez accès à toute partie de l'information. Ensuite, les exigences, c'est vous qui allez définir la façon dont vous souhaitez les voir s'organiser au travers de classes. Donc, vous allez définir des classes d'exigences qui vont vous permettre de paramétrer votre modèle d'exigence. Alors, les classes, ça va être par exemple la classe Stakeholder qui va permettre de récupérer les besoins émis par le métier. Ensuite, peut-être une classe Product Requirement qui permet d'affiner la demande métier, qui va elle-même se décliner en classe d'exigence plus technique à destination des équipes de développement. Donc, en fait, on va définir un modèle de classe qui va permettre d'avoir une traçabilité de bout en bout du traitement de l'exigence depuis le besoin métier jusqu'à l'implémentation par les équipes de développement. Ce modèle de classe, en fait, peut être propre à chacun des projets applicatifs ou alors transverse à tous vos projets. Après, ça va dépendre si vous souhaitez gérer tous vos projets de la même façon. À ce moment-là, on va utiliser le même modèle de classe. Ou alors, si pour des projets différents, vous souhaitez implémenter des modèles de classe d'exigence qui sont différents, à ce moment-là, c'est également possible de définir des modèles de classe pour chacun de ces projets applicatifs. Une fois que vous allez créer donc ces exigences au sein des classes, vous allez pouvoir les exploiter via des interfaces graphiques qui vont vous permettre de poser le contenu des différentes exigences et d'aller pouvoir afficher graphiquement les liens entre les différentes exigences pour en comprendre leur nature. Également, Dimension RM vous permet de supporter les développements agiles
et les développements classiques. Alors, je sais pas où est-ce que vous en êtes de votre côté. Est-ce que vous faites du développement agile aussi ou vous êtes que sur du développement classique pour l'instant? Non, on fait les deux, effectivement, et on s'oriente de plus en plus vers du développement agile. On a effectivement les deux types de projets. Okay. Donc, dans ma démo, je ferai une démo classique et puis une démo agile. Donc, ça, c'est l'avantage de Dimension RM, de notre outil. Hein. Il y a un avantage par rapport à la concurrence, c'est que Dimension RM supporte les deux types de modes avec la même solution qui vous permet d'adresser ces deux problématiques en même temps. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Également, Dimension RM vous permet d'utiliser la notion de variant au niveau des exigences, donc qui vous permet en fait pour une exigence donnée de la décliner en variant pour adresser des problématiques différentes pour une même exigence. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un client web qui vous permet d'avoir accès à l'information. Alors, on va avoir deux types d'informations principales. La première, les exigences en tant que telles ici. Donc là, vous êtes sur un critère de recherche qui vous permet de rechercher vos exigences par classe. Vous pouvez filtrer par attribut, par statut, par conteneur. Le conteneur, en fait, c'est un ensemble qui permet de regrouper vos exigences suivant un critère que vous avez défini. Donc ça, c'est classiquement la gestion des exigences. Également, vous permet de gérer vos documentations. Donc ça également, c'est un différenciateur avec des compétiteurs qui n'ont pas forcément cette possibilité-là. Donc qu'est-ce que c'est la vue document que vous avez ici à droite, hein? C'est que vous allez pouvoir générer par exemple un dossier de spécification fonctionnelle, un dossier de spécification technique, un dossier de spécification de test qui va contenir deux types d'informations, soit comme vous voyez sur la copie d'écran ici, du texte libre avec des images, etc. Vous allez pouvoir insérer dans le document que vous allez générer à partir de Dimension RM. Ce document peut être du Word, de l'Excel ou du PDF. Également contenir évidemment les différentes exigences que vous aurez définies au préalable dans la vue des exigences. Donc vous pouvez gérer votre document, le publier, donc le sortir et le mettre à disposition des populations concernées. Alors ce qui m'intéresse le plus, si je peux vous interrompre, donc là je comprends bien, c'est pour exporter des exigences sous forme documentaire. Oui. Ce qui m'intéresserait, c'est l'inverse. Oui. C'est-à-dire apporter des exigences précisées dans des docs, alors avec un formalisme justement à déterminer, mais comment on transforme une doc en arbre d'exigences, quoi. Alors, j'ai pas de slide sur ça, j'ai pas prévu de faire une démo, j'ai pas préparé de démo sur ça, mais on a un outil qui s'appelle RM Import Designer qui permet d'avoir en entrée un fichier Word dans lequel vous allez pouvoir en extraire le texte libre et les exigences. Pour ce faire, vous allez devoir définir des critères de recherche dans l'outil RM Import Designer, des critères de recherche qui vont permettre de façon certaine de pouvoir tirer les exigences du document. Alors pour que ça marche, évidemment, il faut que le document soit bien structuré. Hein. Parce que si c'est un document, tout ça marchera pas. Si votre document est super bien structuré, avec l'outil RM Import Designer, on récupère tout et on charge tout automatiquement dans Dimension RM. Ça marche très bien. Mais à la limite, on peut aussi, ce qu'on essaie de demander à notre métier, c'est des listes d'exigences. On leur a pas pour l'instant imposé la façon de la formater, donc on a encore un peu la main là-dessus, on peut discuter avec eux. Aujourd'hui, effectivement, ils font des spécifications fonctionnelles générales, oui. Dans lesquelles on leur demande de mettre des exigences. On peut très bien aussi imaginer, alors ça a été fait en plus qu'ils fournissent un document annexe qui contient explicitement l'exigence. Bon, c'est pas forcément la meilleure façon de faire pour arriver à bien faire le lien, mais en tout cas, on a un petit peu de latitude là-dessus. Donc effectivement, on peut adapter l'input en fonction de ce qui est nécessaire pour l'outil. Donc ce qui serait bien, c'est de voir quelle est la solution la plus simple pour que l'outil puisse de manière sûre importer l'exigence. Mais bon, on fera peut-être du coup une autre session spécifique sur cet outillage-là. Parce qu'en fait, pour l'import, il y a deux façons de faire. Il y a celle que je viens de vous indiquer, ça veut dire qu'on part d'un document qui est déjà bien complexe sous Word et on l'importe. Ou il y a une deuxième façon de faire, ça j'ai prévu de vous montrer dans le démo, c'est de faire un import CSV ou un import XML ou un import format Rekif, ça marche aussi. D'accord. Dans ma démo, j'ai prévu de vous montrer un import Excel. Mais Catherine, quand on a eu des exigences au format Excel, quand il y a eu des exigences par exemple sur la 17R3 par Johan, c'était dans quel format? Non, c'était intégré dans les spécifications et donc ressaisi par le valideur dans l'outil ALM. D'accord. Et c'était, il y avait des balises, il y avait un formalisme qui les mettait clairement en évidence ou pas? C'est un formalisme qui a été mis en place surtout côté front au départ, et on essaie de respecter un peu le même modèle. D'accord, ok. Donc je vois à quoi ça ressemble. ressemble. Une nomenclature dans le nom des exigences. Oui, avec X quelque chose. Enfin, oui, d'accord. D'accord. Donc on a fait à un moment donné de la récup de masse à partir
un fichier XLS pour aller importer dans l'onglet exigences d'ALM. Tu t'as en mémoire sur quelle version? J'ai pas en mémoire sur quel sujet, mais je sais qu'on l'a fait. D'accord. Je pourrais essayer de retrouver un exemple pour me montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc je continue. Oui. Donc cette vue document, comment ça se présente en fait? Vous allez avoir un ensemble de chapitres que vous voyez ici, un ensemble de chapitres, et pour chacun des chapitres, vous allez pouvoir mettre du texte, des photos, et puis récupérer les exigences que vous avez saisies dans l'outil. Vous allez pouvoir faire également des snapshots de ces documents, donc qui correspondraient par exemple à une version du document. Vous allez pouvoir comparer ces documents entre eux pour trouver les différences entre deux versions du document, aussi bien au niveau du texte qu'au niveau des exigences qu'ils contiennent. Vous allez pouvoir donc importer les documents, ça je vous l'ai dit juste avant. Également, vous allez pouvoir éditer de façon concurrente le document avec des solutions de merge ensuite qui vont être mises à disposition de l'utilisateur pour résoudre les éventuels conflits si deux personnes modifient en même temps un même chapitre. Merci. Alors j'ai pas compris. Alors, sur cette histoire de construction, enfin donc on est sur du collaboratif là, sur la construction du document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'éditer dans l'outil? Oui, c'est édité dans l'outil. Je vous montrerai dans ma démo. Tout à fait, ouais. On l'édite dans l'outil. Il y a une sorte de wiki intégré, quoi. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est un wiki qui est intégré, qui permet à toute personne ayant les droits de modifier le document, le texte, et puis d'y ajouter des exigences. Alors parce que nous en solution wiki, on est sur des solutions Confluence. Est-ce qu'il y a une intégration possible? Confluence. Est-ce que vous avez des passerelles entre Confluence et vos référentiels? Ça, je ne saurais répondre. Je prends le point. Souvent, on fournir la réponse ultérieurement. D'accord. Continue. Donc, au niveau tableau de bord, comme je vous l'ai indiqué au début, vous allez pouvoir définir, paramétrer, créer, si vous avez les droits toujours, vos propres tableaux de bord qui sont basés sur un ensemble de reports qui vont permettre de présenter l'information sur les différentes classes d'exigences en fonction des critères que vous avez définis pour votre rapport. Donc là, par exemple, ce sont des exigences par utilisateur, combien ont été créés par utilisateur, dans quelle collection ils se trouvent. Là, pareil, ça c'est par statut. Alors le statut, justement, je vais en parler juste après pour vous indiquer ce que c'est. Donc on a plusieurs types de rapports, évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, du camembert, du bar chart, etc., etc. Du suivi dans le temps également, du tendanciel, qui vous permet de monitorer l'avancement du traitement de gestion des exigences. Comme je vous l'ai dit, quand vous définissez... Alors on a beaucoup de... Enfin, donc on s'est déjà attaqué ou cassé les dents plusieurs fois sur les exigences. On a toujours le vieux débat qui est: est-ce qu'une exigence, lorsque la règle de gestion qu'elle porte est modifiée, est-ce qu'elle doit être supprimée au profit d'une nouvelle exigence, ou est-ce qu'elle peut avoir un cycle de vie avec des changements de contenu? Comment vous gérez ça? Alors en fait, nous, toutes les exigences sont évidemment versionnées. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez modifier une exigence, vous allez avoir la possibilité de créer une nouvelle version de cette exigence. D'accord. Ça, c'est la première option. Deuxième option, il y a un autre privilège qui permet de la modifier sans changer le numéro de version. Ça, c'est un privilège particulier, on le donne ou on le donne pas. Ça dépend de la règle que vous voulez. Si vous voulez forcer l'incrément du numéro d'exigence, quelle que soit la modif que vous faites, même si vous rajoutez juste un point dans le descriptif de l'exigence, on peut interdire de rester sur la même version et forcer à faire une version N+. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a la notion de workflow, que vous voyez juste ici en bas, au niveau de l'exigence, qui vont vous permettre de tracer où est-ce que vous en êtes dans le traitement de cette exigence. Est-ce que vous en êtes encore qu'à l'étape de maturation? Est-ce que vous en êtes à l'étape de review? Est-ce que vous êtes en l'étape c'est en cours de développement? Donc, vous allez avoir, j'ai un workflow sur votre exigence. Je crois que j'ai un slide juste après, la partie workflow, il me semble. Donc, je finis juste sur ce slide-là. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous créez un projet, qui peut être donc une application ou un ensemble d'applications, vous allez définir, ici sur la partie droite, donc un ensemble de classes. C'est dans ces classes que vous allez créer vos exigences. Vous allez avoir une classe, par exemple ici, Business Requirement, dans laquelle vous allez pouvoir créer vos exigences business. Une autre classe ici, dans laquelle vous allez pouvoir créer vos exigences fonctionnelles, les exigences de test, les exécutions des tests, et puis éventuellement une autre classe ici qui va vous permettre de tracer les défects qui ont été remontés suite à l'exécution des tests
par rapport à une exigence fonctionnelle donnée, par exemple. Et du coup, toute cette chaîne-là, vous allez pouvoir la suivre via des rapports de traçabilité qui vont vous permettre de savoir, pour l'exigence métier qui est tout en haut, qui a été postée, j'en suis arrivé à la décliner, à la raffiner au travers de ces différentes classes. Et puis, j'ai 2-3 anomalies qui sont en cours de résolution pour cette exigence métier initiale. Comme vous voyez, vous avez des liens entre les classes. Donc, les liens que vous voyez ici, c'est que vous autorisez à lier des exigences entre certaines classes. Donc là, par exemple, on voit que j'ai pas le droit de faire un lien entre une exigence métier et puis un cas d'utilisation. Il faut que je passe forcément par une classe fonctionnelle, functional requirement qui est ici. Ici, évidemment, c'est un exemple. Donc, on crée le modèle de classe basé sur votre besoin et sur la façon dont vous êtes organisé. Pareil, vous avez un exemple du delta que vous faites entre la vue métier et la vue fonctionnelle? Vous avez un cas précis, par exemple, pour l'illustrer? Non, c'est juste un cas pour vous montrer un exemple avec plusieurs types de classes. Après, même là, par exemple, le change request, ça peut être des exigences qui sont soumises via l'extérieur de l'organisation, qui ensuite, business requirements sont récupérés à l'intérieur de l'organisation, par exemple, par l'équipe marketing. On peut imaginer ça au niveau du business requirement. Et ensuite, qui est décliné par la MOA, qui est en relation directe avec l'équipe marketing, qui va décliner ces exigences-là. Mais bon, c'est juste un cas comme ça. Mais après, ça dépend de votre organisation, quoi. Ça dépend de votre organisation, qui aura accès à l'outil également. Ok. Également, sur ces liens entre les différentes classes d'exigence, vous allez pouvoir définir des contraintes. Et par exemple, dire que la classe business requirement peut être déclinée en classe functional requirement, par exemple, uniquement si la priorité est haute, ou uniquement si la mise en production doit être avant le 1er décembre, des choses comme ça. Donc, vous pouvez également ici, sur les liens, mettre des contraintes pour autoriser ou pas la déclinaison en classe suivante. Justement, le workflow, ce que je vous ai dit, donc pour chacune des exigences qui sont dans une classe, donc là, par exemple, je suis dans la classe Product Requirement, j'ai créé une exigence numéro 2, et vous voyez qu'elle suit un workflow. Le workflow a été défini par l'administrateur, juste au-dessus ici, qui a défini que l'exigence, lorsqu'elle est créée, elle est à l'état proposé, par exemple. Ça, c'est un exemple aussi, et c'est customisé par rapport à votre organisation. L'exigence, quand elle est créée, elle est à l'état proposé. Ensuite, elle va passer à l'état in review. Quand elle est à in review, elle peut être soit rejetée, soit approuvée. Et quand je suis à in review, je peux revenir à l'état proposé. Donc ça, comment ça se traduit? Ça se traduit ici par les petits boutons que vous voyez ici au niveau de l'exigence en tant que tel. Donc là, je suis à l'état in review, ici. Donc ça veut dire que je suis ici dans le workflow. Et donc quand je suis ici, j'ai 3 possibilités. Soit cliquer sur Reject, qui va m'envoyer à Rejected. C'est le premier bouton que vous voyez là. Soit cliquer sur Approve, qui va m'envoyer à Approve. Soit cliquer sur Return, qui va m'envoyer à Proposed. Donc là, au niveau de chacune des exigences, on a un workflow qui va vous permettre de faire évoluer le statut de votre exigence. Alors là, je suis un petit peu perplexe sur cet aspect-là, mais j'espère que vous aurez le temps de nous présenter l'intégration avec HPLM, ou sinon, ça sera une autre session, parce que nous, notre workflow, il va découler de l'avis de la campagne de test dans HPLM. Hein. C'est-à-dire que je le vois bien en amont sur le métier, effectivement, s'il y a des discussions avec le métier pour dire l'exigence est approuvée ou pas encore approuvée d'un point de vue métier, mais ça reste quand même assez anecdotique, on va dire. Après, derrière, elle va vivre une fois qu'elle est saisie dans HPLM, quoi. Donc, est-ce que l'intégration avec HPLM, vous nous la présentez ou pas? Ah non, je ne vais pas la présenter aujourd'hui, mais on a un plugin HPLM. Oui. Parce que c'est très important. Enfin, soit on sort complètement de la logique HPLM et vous nous présentez des solutions différentes, mais ça va pas être pour tout de suite. Soit il faut qu'on aboutisse en tout cas à une bonne intégration avec HPLM. D'accord. Oui, sur Emmanuel Talpin, oui, sur ce point-là, bon, il existe déjà un plugin, comme Sylvain l'a expliqué, pour se connecter à HPLM. Si toutefois il y avait peut-être des adaptations de ce plugin à faire, on fera en tout cas le nécessaire auprès de nos R&D respectifs. C'est un sujet qui est très très important pour nous. L'intégration des solutions côté Serena et Microfocus a beaucoup avancé cette année, et évidemment avec les solutions HP, c'est encore un petit peu tôt, mais il existe déjà des choses, et en tout cas les R&D sont très très complètement à l'écoute de toute modification de plugin pour que les choses fonctionnent parfaitement entre ces deux solutions. D'accord.
Également, au niveau des exigences, vous allez pouvoir modéliser les différents écrans que vous souhaitez voir. Donc ça, vous pouvez associer cette modélisation à une exigence donnée grâce à cette interface graphique qui vous permet de designer l'écran, le rendu que l'utilisateur, le métier souhaiterait voir pour le traitement de telle ou telle exigence. Également, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on modifie une exigence, on crée une nouvelle version. Donc, évidemment, quand on ouvre une exigence, on va avoir l'historique de toutes les versions avec les possibilités de comparer les différentes versions d'une même exigence entre elles et de voir les différences qui vont vous permettre donc de souligner ce qui a été changé entre deux versions d'une exigence donnée. Ces différentes exigences, vous allez pouvoir les regrouper. Donc, soit les regrouper dans un document, comme je vous ai montré juste avant, et ensuite les snapshotter ce document pour en faire une version figée. Vous allez pouvoir également les organiser dans des collections. Par exemple, si vous avez une trentaine d'exigences à traiter dans le cadre de la version 4.12 de votre application, eh bien, vous pouvez créer une collection qui va regrouper l'ensemble de ces exigences au sein de cette collection. Donc la collection, ça vous permet d'avoir une vision différente d'un ensemble d'exigences suivant un critère particulier. Ou par exemple les exigences qui sont à déployer avant le 1er décembre également, vous pouvez créer une collection qui est un ensemble dynamique contenant par rapport à ces critères particuliers. Évidemment, on fournit des vues de traçabilité qui vont permettre de suivre le raffinement d'une exigence au travers des différentes classes par lesquelles elle est passée pour être déclinée. Donc là, ce tableau se lit comme suit. Là, j'ai la CR19 qui est ici, qui est déclinée dans la BR1, qui elle-même est déclinée ici derrière dans une software requirement, et ensuite est associée à une tâche de déploiement. Donc ce tableau se lit de gauche à droite. Je vous montrerai dans la démo ce type de tableau ultérieurement. Donc là, par exemple, la CR21 est déclinée en BR19, la BR19 est déclinée en SW29, SW27. Donc ça vous permet d'avoir une vision bout en bout, d'avoir une idée de la couverture de vos exigences par rapport aux différentes classes. Également, ça me permet... vous avez sauté le fonctionnel là du coup. Sur cet exemple. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un rapport de traçabilité. C'est vous qui le fabriquez, vous dites de quelle classe vous voulez aller jusqu'à quelle classe. Donc, soit vous dites vous partez de la classe tout à fait en haut jusqu'à la classe tout à fait en bas, soit vous restez sur 2 classes du milieu, soit vous allez sur 4 classes. C'est vous qui créez le rapport en fait. D'accord. Donc voilà notre type de rapport de traçabilité, au travers duquel on va voir apparaître la notion de lien suspect. Lien suspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette exigence-là, elle est liée soit en amont, soit en aval à une autre exigence, et que cette autre exigence a été modifiée. Donc ça veut dire que sur mon exigence courante, il y a une de ces dépendances qui a été modifiée, il faut peut-être faire une modification sur cette exigence courante. Donc là, vous allez avoir ce petit pictogramme qui va s'afficher, vous indiquant qu'il y a un lien suspect et que peut-être il faut mettre à jour la version courante de l'exigence parce que une des exigences liées ont elles-mêmes été modifiées. C'est la notion de lien suspect. La notion de lien suspect peut être désactivée si vous le souhaitez. Pareil sur les workflows que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas obligatoire les workflows. Si vous souhaitez travailler sans workflow sur votre exigence, on peut également désactiver la notion de workflow. Également différentes vues qui vont vous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de browser vos différents liens, donc d'avoir de façon graphique les différents liens entre les différentes exigences. Également pour lier ces exigences entre elles, afin de venir compléter ce graphique de lien. Sur la partie droite, on a ce qu'on appelle la split view, qui permet de lier les exigences entre elles en masse. Donc ça permet de générer des liens assez rapidement. Je sélectionne dans ma vue de gauche l'exigence parente, et puis dans ma vue de droite, je sélectionne une à n exigences que je voudrais relier à mon exigence parente, et puis je clique sur un bouton, et puis automatiquement, le lien va se faire entre ces différentes exigences. Toujours dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur, de lui faciliter la vie. Donc pareil pour le test, on peut avoir sur la partie gauche un exemple de modèle de classe comme ceci. Toujours pareil, c'est un exemple, avec des cas de tests qui sont liés à des exécutions de ces cas de tests qui donnent lieu à des défects, et puis regrouper ces différentes exigences de ces différentes classes dans un document géré par dimension RM, qui pourrait être par exemple le plan de test plan, et là, dans lequel vous allez définir l'ensemble de votre plan de test, l'ensemble des exécutions et puis des défects qui ont été remontés suite à cette campagne de test. Donc vous pouvez gérer ces documents également directement dans dimension RM. Et à ce moment-là, on aurait une autre vue de traçabilité. Dans ce cas-là, on partirait du software requirement qui serait décliné en cas de test
en test run et puis en defect. Donc toujours pareil, ça se lit comme ceci, ce tableau. L'exigence software SW3 est déclinée en test case 4, qui donne lieu à un test run 6, qui donne lieu à un defect 1. Quand vous voyez que c'est en gris ici, ça veut dire que l'exigence SW4, 5, 6, 7, 8 n'a pas encore été déclinée dans 4 tests. Pareil pour celle-là, l'exigence run 10, il n'y a pas de defect associé. Donc ça se lit bien de gauche à droite, en respectant bien les lignes qui vous permettent de lire ce tableau. Les variants, donc pour une exigence donnée, on va pouvoir définir un ensemble de variants à partir de cette même exigence qui va nous permettre de la contextualiser suivant un critère. Bon là, par exemple, on est sur un moteur, et donc c'est une exigence particulière sur ce moteur, mais suivant l'avion à laquelle il est destiné, il va y avoir des propriétés de cette exigence qui est la même à l'origine, qui va juste varier suivant un critère particulier. Là, le critère, c'est le type d'avion qui fait varier mon exigence principale. Donc, c'est la notion de variant et d'héritage entre les différentes exigences qui vous facilite la réutilisabilité de vos exigences. Ça vous évite de redéfinir toutes les propriétés communes de l'exigence. Vous la définissez qu'une fois au niveau du parent. Et ensuite, quand vous la déclinez via les variants, vous faites juste varier une des propriétés de cette exigence qui a besoin de varier en fonction d'un contexte particulier. Dimension RM, comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'adresser à la fois les organisations qui font du pur waterfall ou qui font du pur agile. Avec Dimension RM, on gère les deux. On gère le mode et également le mode hybride. Ça veut dire que sur le métier, on peut être en waterfall et puis sur la réalisation, on peut être en agile, sur la partie basse, avec des stories, des sprints, des features, du backlog, etc. Et on peut affecter ces différentes exigences les décliner par rapport aux exigences métiers qui ont été émises, elles, en mode waterfall. Donc ça, c'est un point fort de la solution, cette possibilité de gérer ces différents modes au travers d'un même outil. Donc au niveau de l'agilité, qu'est-ce qu'on va gérer? On va gérer le backlog, on va gérer les différentes product stories qui vont se décliner en features, et puis ces features vont être adressées au travers de sprints, et puis on va pouvoir suivre l'exécution du sprint avec la possibilité de voir si je suis en capacité de gérer ces sprints en fonction des tailles de mes équipes, également pouvoir gérer les priorités, pouvoir sortir des exigences d'un sprint, pouvoir suivre l'évolution du traitement de ces exigences et puis regarder par rapport à mon backlog où j'en suis. Est-ce que j'ai traité l'ensemble de mes exigences? Est-ce qu'il m'en reste assez? Est-ce que mes équipes sont sous-dimensionnées? Est-ce que j'ai besoin de ressources supplémentaires pour les adresser, etc. Donc tout ça vont être tracés au travers de Dimension RM. Au niveau donc des différentes intégrations, alors je sais pas quelle version d'HPQC vous avez. Donc nous, notre connecteur aujourd'hui porte 11.11.5.12. 12. Ok, donc notre connecteur devrait le... je dis pas de bêtises, Catherine. Ouais, c'est bon. Okay, donc notre connecteur devrait adresser ça, et puis là vous avez l'ensemble des autres intégrations qui sont disponibles. En bas, l'import dont on a parlé tous les deux, dont on a parlé ensemble tout à l'heure. Donc on peut importer du DocX, CVI, CVS, XLS, XML, Rekif. Rekif, c'est un format spécifique pour les exigences un standard international. Donc voilà. Et pareil pour l'export, pour les exigences, on propose ces types de formats. Également ici un slide sur l'ensemble de nos clients répartis par domaine métier. Donc voilà. Si vous souhaitez des informations sur les références clients, Emmanuel reviendra vers vous avec des informations complémentaires sur cette partie-là. Donc je précise, nous en termes d'outillage aujourd'hui par rapport à l'intégration, si vous pourrez monter le slide précédent, pardon. Oui, celui-là. Voilà. Donc on utilise HPLM effectivement sur la partie recettes. Les spécifications sont aujourd'hui au format Word essentiellement. Par contre, on démarre sur Jira en termes de suivi des demandes en fait. Métier. Alors, on a mis en place un workflow autour des demandes métiers dans Jira. Alors aujourd'hui, on l'a mis en place que sur la partie gestion des incidents parce qu'on commence tout juste à déployer Jira dans les équipes par T6. Maintenant, le lot suivant va être autour de la demande métier, effectivement. Donc ça serait intéressant de voir comment on fait l'intégration avec Jira, effectivement, sur la partie expression de besoin qu'on déclinerait ensuite en exigence dans le dimension, pour ensuite se diriger vers HPLM. Donc on a un double sujet intégration là, en fait.
Après, ce qui, alors, effectivement, on fonctionne en agile. Sur l'agile, aujourd'hui, en termes d'outillage, de suivi de projet agile, il n'y a rien de très cadré en fait. Hein. Donc, c'est selon les équipes projet où il y a différents types d'outillage. Par contre, du coup, là, j'ai cru comprendre. Enfin, c'est là que j'y vois pas très clair. Là, vous êtes passé rapidement sur le slide, mais j'ai l'impression qu'il y a une gestion de projet agile directement intégrée dans Dimension. Ça me surprend un petit peu là. Oui. Dans le Dimension RM, il y a une partie. Pourquoi c'est pas intégré en fait avec une autre, un autre outillage qui est spécifique gestion de projet agile. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est encapsulé dans un outil qui se veut être gestion des exigences. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait un peu papa-maman l'outil là en fait. Pour parler. Non, effectivement, vous avez raison. On a aussi une solution complètement connexe à cette solution-là, qui fait uniquement de la gestion de projet agile, avec une solution de gestion des exigences en mode agile. Mais on a beaucoup de clients qui ont acheté Dimension RM et qui voulaient capitaliser sur cet outil-là pour avoir de l'agilité. Donc on a aussi fait monter en compétence, je dirais, cet outil-là sur cette partie projet agile, parce que c'était aussi des demandes de nos clients. Mais on a effectivement des outils connexes pour faire ça également. Donc vous avez choisi plutôt d'intégrer que de faire un connecteur là aussi. On a les deux, c'est-à-dire que l'héritage Microfocus, à travers l'héritage Microfocus, on a une solution qui s'appelle Atlas et couplée à un autre outil qui s'appelle Rhythm, qui fait vraiment de la gestion de projet agile. Et côté Serena, historiquement, on avait cette solution Dimension RM et on a plutôt capitalisé sur l'intégration au sein d'une solution unique, plutôt que de reformaliser un autre outil sur la gestion de projet agile. Parce que moi, je me méfie un peu en général des outils qui savent tout faire. Ils font tout moyennement souvent que tout très bien, donc je préfère avoir des systèmes intégrés avec des outils divers. Mais maintenant, par rapport au fait qu'on est quand même assez balbutiant, je dirais, sur l'agilité, enfin balbutiant, j'exagère un petit peu, ça fait quand même 2-3 ans qu'on est dans des projets agiles assez construits, mais en termes d'outillage, en tout cas, on n'a rien de bien arrêté sur la gestion de projet agile. Donc on peut encore examiner différentes possibilités. Tout à fait, vous avez raison. Je pense que cet outil Dimension RM est focusé sur la gestion des exigences. Ça intègre des fonctionnalités de gestion de projet agile. Maintenant, ça n'est pas la vocation première de cet outil-là. D'accord. Soyons bien clairs sur le sujet. Donc, ce qui serait intéressant, c'est effectivement de voir comment on peut avoir nous une vision de bout en bout. Enfin, donc en termes d'ateliers pratiques, je dirais de POC ou de mise en situation pour une meilleure évaluation par nous, effectivement, on aura probablement cette problématique de savoir comment ça s'emboîte avec Jira en amont et comment ça s'emboîte avec, surtout comment ça s'emboîte avec HPLM en aval, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que si on veut gérer les exigences, alors avec votre solution logicielle, est-ce qu'on est obligé de sortir d'HPLM ou pas pour être très caricatural, quoi. Oui. On adressera ce point si vous souhaitez aller plus loin à un moment donné, à travers un POC et on fera un premier atelier de qualification. On déterminera le gap par rapport aux intégrations existantes et de voir ce qu'on peut vous proposer pour poursuivre à travers un POC avec peut-être nos R&D impliqués sur le sujet et ainsi de suite. D'accord. Ok, je peux passer à la démo ? Oui. Il nous reste 35 minutes. Alors. Donc, je vais me connecter à la solution Dimension RM. Donc, lors de la connexion, vous pouvez indiquer sur quel projet vous souhaitez travailler. Les projets, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est derrière ce qui va définir l'ensemble des classes, des exigences qui vont être adressées une fois que j'aurai passé la connexion. Donc, comme je vous l'ai dit, soit vous faites un projet par application que vous avez chez vous, soit vous faites qu'un seul projet global, et ensuite, via des propriétés sur les exigences, vous allez définir quelle est l'application qui est adressée par l'exigence en question. Donc ça, c'est de l'organisationnel. On peut fonctionner suivant la façon dont vous le souhaitez. Donc, je vais me connecter en fait sur un premier projet. Donc, on arrive ici sur la page d'accueil.
la home page, qui vous met à disposition un certain nombre de tableaux de bord, des dashboards, qui vous présentent de l'information, donc du contenu d'exigence, suivant des rapports de type bar, des rapports de type liste dans la partie basse, des rapports tendanciels pour regarder l'évolution du traitement de ces exigences en fonction du temps, etc., etc. Donc, pour avoir le détail par rapport à un rapport donné, donc on peut zoomer. Ici, on voit l'état, la répartition des exigences par utilisateur, c'est-à-dire par personne en charge de l'exigence à l'instant T. Donc, par exemple, ici, on voit que l'utilisateur qui s'appelle iPhoto, il a 21 exigences à l'état approved pour lesquelles il est responsable et qui doit donc adresser. Donc, évidemment, après, on peut faire du drill down pour avoir la liste de ces exigences. Donc là, on retrouve l'ensemble des exigences qui sont rattachées à ce tableau de bord. Donc ça, c'est le premier type de rapport que l'on vous met à disposition. Toujours ici, sur cette page d'accueil, vous avez un certain nombre d'autres types de rapports qui sont à disposition. On a des rapports sur des classes. Donc là, ça veut dire que pour une classe donnée, je vais pouvoir définir un rapport graphique qui va me donner des exigences en fonction de critères. On a des rapports de relations. Là, ça va permettre de définir des rapports sur la couverture. J'ai des exigences de ma classe A qui doivent être déclinées en exigences dans ma classe B. Combien il y en a qui ont été déclinés, combien il y en a qui n'ont pas été déclinés, est-ce que toutes ont été déclinées, etc., etc. Donc ça, ce sont des rapports de relations. On exploite les relations. Dernier type de rapport, la traçabilité, ça c'est ce que je vous ai montré dans les slides. C'est un rapport qui va permettre de requêter sur plusieurs niveaux les classes et la déclinaison des exigences au travers de ces différentes classes. Donc comme je vous l'ai dit, on peut aussi s'arrêter une classe, on peut aller sur 3 classes, 4 classes, 5 classes, etc. Si je regarde un rapport de traçabilité, c'était un que je vous avais montré dans les slides. Donc là, ça se lit comme ceci. On part de la classe Marketing Requirement. Par exemple, donc, l'exigence numéro 1. Cette exigence numéro 1 est déclinée dans la classe Product Requirement en exigence 1, 3, 4. Si je continue, je vois que j'ai pas de features qui ont été encore associées. Si je regarde l'exigence marketing 20, elle est déclinée en product requirement 27, qui elle-même est déclinée en feature 3, et qui elle-même est déclinée en story. Donc là, on passe en mode hybride. Donc la partie haute de la gestion des classes d'exigence, c'est du pure waterfall. Ensuite, c'est adressé au travers de différentes stories. Donc là, on a 5-6 stories qui permettent d'adresser la mise à disposition de cette exigence métier. Si je reviens sur les rapports de relationship, la présentation est à peu près la même. Donc là, j'interroge une relation entre 2 classes. Donc là, pareil, on voit que la 2 est déclinée en 25, que la 15 est déclinée en exigence marketing 4, 25, 26, etc. Je vois ici qu'il y a des exigences qui ne sont pas encore déclinées. La 13, 14 et 16 ne sont pas encore déclinées dans la classe qui est censée les raffiner, etc. Donc là, ce sont 3 types de rapports qui vous permettent d'obtenir de l'information. Et puis, pour créer ces rapports, c'est assez simple. Vous allez dans New. Je vais vous faire, par exemple, un rapport de type graphique. Vous pouvez mettre, quand vous créez un rapport, tout est graphique au niveau des rapports. Donc, vous pouvez mettre des critères de recherche par rapport au nom des exigences, par rapport aux attributs système, par rapport aux attributs utilisateurs. Vous pouvez mettre un certain nombre de critères de recherche. Également, par rapport aux relations, dans votre rapport, vous pouvez dire montre-moi toutes les exigences qui sont dans une collection, qui sont dans un document, qui sont déclinées dans une autre classe ou pas. Tout ça sont des paramètres qui sont modifiables par l'utilisateur. Et puis, au final, vous définissez évidemment le type de rapport. Bon, là, je vais faire un rapport tout simple, du pie chart sur priorité, par exemple. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il est facile de créer tout type de rapport. Donc là, j'ai créé un rapport et ensuite, évidemment, je peux faire de drill down pour accéder à l'ensemble des exigences qui ont été remontées par ce rapport. Donc ça, c'était ma première vue, qui est ma vue homepage ici, qui vous permet d'accéder donc au tableau de bord et au rapport, aux différents types de rapports. Ensuite, j'ai une vue qui vous permet de travailler sur les exigences. Évidemment, les exigences, je peux les accéder par le rapport, mais aussi je peux les accéder d'une autre façon, par le menu exigences qui est ici, et en fonction de critères de recherche. Donc là, je lui demande de m'afficher toutes les exigences de ma classe Product Requirement dont le statut est courant. Alors le statut, je vous rappelle, toutes les exigences sont versionnées. Donc en fait, pour chacune des exigences, je n'aurai qu'une seule version qui est au statut courant.
c'est la dernière version de mon exigence. Pour les exigences précédentes, il y aura d'autres noms pour ces statuts qui vont vous permettre de les identifier et de savoir que c'est des versions précédentes de votre exigence et pas la version courante. Ici, le petit panneau que je vous ai indiqué tout à l'heure, lien suspect, ça vous indique que cette exigence prod 24, qui est liée ici à cette exigence marketing 29, ça veut dire que cette exigence prod 24, elle est suspecte, ça veut dire que l'exigence marketing 29 a été modifiée. Et donc, potentiellement, vous avez un impact sur votre exigence prod 24 parce qu'elle était liée à cette autre exigence. Donc là, vous pouvez avoir avec ce petit panneau l'information qu'il faut peut-être faire une vérification et peut-être créer une nouvelle version de cette exigence prod 24 pour prendre en compte la modification qui a été faite sur l'exigence qui a été liée. Alors maintenant, je vais ouvrir... Si on veut forcer le fait qu'on considère qu'il n'y a pas de modification à faire, on peut le faire facilement. Oui, tout à fait. En fait, il faut cliquer ici sur le petit bouton ici. D'accord. Donc c'est ça qui permet ça. Pareil, les liens suspects, c'est pas obligatoire si vous voulez désactiver ça, parce qu'en fait les liens suspects c'est bien, mais si vous avez beaucoup d'exigences qui sont avec beaucoup de liens, au bout d'un moment vous allez avoir toutes vos exigences en lien suspect. Parce que ouais. Vous allez en toucher une, ça va mettre des panneaux partout. Donc après c'est à vous de voir suivant votre modèle de classe. Si au bout d'un certain temps vous voyez que vous êtes noyé dans les liens suspects, il faudra désactiver cette feature. De toute façon, ça n'apportera pas grand-chose vu que tous vos exigences seront détectées comme suspects. Donc ça, c'est utilisé suivant le contexte. Il y a des fois où ça peut être très utile. Et il y a des fois, si vous êtes dans des modèles très enchevêtrés, il faut bien reconnaître que c'est compliqué à avoir cette information. J'ouvre une exigence. Donc je prends la 27, par exemple, ici. Je vais la mettre en plein écran. Alors, déjà, j'ai l'aide qui est ici, qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Ça, c'est le workflow que va suivre l'exigence. Ça, c'est défini par l'administrateur. Pareil. On peut l'adapter à votre besoin, ou alors on peut ne pas mettre de workflow sur les exigences. C'est un choix. Et donc là, ça c'est le workflow qui va suivre l'exigence, comme elle va être proposée, une analyse, une review, elle peut être rejetée, elle peut être approuvée, puis après elle peut être retirée si on estime que elle n'a plus lieu d'apparaître dans cette classe d'exigence. Pareil, je suis toujours sur l'aide de cette exigence-là. Vous allez retrouver les différents statuts du workflow qui sont au-dessus, évidemment. Les transitions, ce sont les différents boutons. Vous allez voir ici, là, reject, to review, approve. Ce sont les boutons qui apparaissent. Vous voyez ma souris, au fait, quand je bouge la souris? Oui. On la voit. Les reject, approve, retire, en fait, c'est les boutons que vous voyez ici qui sont présentés à l'utilisateur. Donc là, ça vous indique ici à quoi ils servent. Évidemment, la définition de tous les attributs pour cette exigence, à quoi ils servent, avec leur description, leur type, etc. Et puis, tous les attributs système ici qui sont définis, à quoi ils servent, leur type, etc. Donc ça, c'est juste pour avoir de l'aide pour un utilisateur qui viendrait sur cette première classe d'exigence et qui se demanderait à quoi ça sert toutes ces propriétés, tout ce workflow. Il peut avoir cette information avec l'aide. Donc, qu'est-ce que j'ai quand j'ouvre une exigence? Je retrouve ici le fil d'Ariane sur le cycle de vie que je vous ai montré juste avant, qui vous permettent de savoir qui a fait quoi et à quelle date par rapport à cette exigence pour la faire évoluer dans le cycle de vie. Donc là, par exemple, on voit que cette exigence a été créée par Joe le 23 mars. Ensuite, il a cliqué sur le bouton Proposed. Elle est passée en l'état analyse, c'est toujours par Joe. Donc là, après, c'est passé à iPhoto, utilisateur iPhoto, etc., etc. Et puis également, si on accède ici aux détails, on peut voir quels sont les paramètres, les propriétés qui ont été changées à chaque fois qu'on a avancé dans le workflow. Là, on voit que le owner a changé. On voit qu'il y a une pièce jointe qui a été ajoutée. Il n'y avait pas de pièce jointe avant. Prior value, c'était vide. New value. Donc, ça nous permet, par rapport à ce fil d'Ariane, de suivre ce qui s'est passé sur cette exigence. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info pour cette exigence? J'ai l'ID. Bon, ça, c'est un ID interne géré par dimension RM. Il aura le format que vous déciderez. C'est vous qui définissez le format de l'ID de l'exigence. Évidemment, du texte, un titre. En vert, c'est les champs obligatoires. Donc, pareil, quand vous définissez votre modèle de classe, vous définissez si les champs sont obligatoires ou pas. Donc, tout ça, c'est les attributs utilisateurs. C'est-à-dire que c'est pour cette classe-là, l'administrateur a défini qu'il fallait remplir un certain nombre de paramètres. Ensuite, on va retrouver différentes sections, les attributs système. Donc là, ce sont ceux qui sont gérés automatiquement par dimension RM. On va retrouver évidemment qui est le gestionnaire de l'exigence à l'instant T, quand c'est qu'elle a été créée, quelle est la version d'exigence. Également, un lien hypertexte qui est généré, qui permet d'être envoyé à une personne externe, permettant, rien qu'en cliquant dessus, d'afficher le contenu de cette exigence. Ensuite, on a une section avec les pièces attachées. Donc là, pour l'exigence donnée, on peut mettre des pièces jointes. On a une section commentaires qui permet d'avoir une file de discussion autour de cette exigence et de tracer cette file de discussion au sein même de l'exigence. Là, il y a par exemple l'utilisateur Joe qui a dit « ça serait bien d'augmenter la priorité ». Et puis, iPhoto qui répond « demandons d'abord à l'équipe ». Et donc,
ce demandons d'abord à l'équipe, ça peut se traduire par un sondage ici. Donc pareil, au niveau d'une exigence, on a la possibilité de définir des sondages qui vont ensuite générer des notifications qui vont demander aux utilisateurs de se positionner par rapport à une question précise qui aurait été posée par la personne qui a initié ce sondage. Et donc là, pensez-vous qu'il est utile de changer la priorité, par exemple? Donc là, on a les personnes qui ont répondu à ce sondage par rapport à cette exigence-là. Donc pareil, possibilité de gérer des sondages par rapport à une exigence. Évidemment, une section lien qui vous permet de savoir toutes les exigences qui sont liées à l'exigence en cours. Donc là, je suis sur l'exigence prod marketing prod 27 et cette exigence est liée à une exigence de la classe feature, l'exigence numéro 3. Pareil, les colonnes ici sont customisables. Là, je peux afficher le title et le texte de l'exigence 3 si je souhaite pour avoir plus d'informations disponibles à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme section? Évidemment, la section historique qui permet de voir toutes les versions de cette exigence. Donc là, on retrouve toutes les versions précédentes de l'exigence. Toujours pareil, facilité de modifier les colonnes que l'on souhaite voir affichées. Justement, ça serait bien d'afficher la version de l'exigence dans ce tableau. Donc là, on voit les versions des exigences. Pour la prod 27, on a une version 1, 2, 3, 4 et de cette exigence qui est ici. Et puis la dernière section, tout à fait en bas, c'est la section conteneur. Si vous voulez savoir si cette exigence est prise dans un document, est prise dans un snapshot de document, est pris dans une collection. Donc là, pareil, vous pouvez le voir ici également, aller ajouter cette exigence dans un ensemble, soit une collection, soit une baseline, soit un document. Ça vous permet de faire cet ajout au niveau de l'exigence elle-même. Donc je vais venir maintenant modifier cette exigence et pour créer une nouvelle version. Donc là, je vais modifier le coût par exemple et je vais mettre le coût c'est 20. Et donc, dans la partie basse, ici, je vais faire un replace. Donc là, j'ai créé une nouvelle version de mon exigence 27, qui est ici. Je la réouvre. Et puis, si je vais regarder ici, donc je retrouve bien mon 20 qui est ici. Et puis, si je regarde au niveau de l'historique, j'ai une nouvelle version donc, qui a été créée le 16 octobre. Elle est au statut courant. Je vous ai dit que pour une exigence, il n'y a qu'une seule version qui est au statut courant. Toutes les versions précédentes ont un statut replaced. Et puis, par exemple, je peux comparer, si je souhaite, avec la version précédente. Si je me rappelle plus ce que j'ai modifié, pardon, c'est pas le bon bouton. Si je me rappelle plus ce que j'ai modifié, là, je trouve, en fait, c'est le coût qui a été changé, qui est passé de 12 à 20. Et puis, évidemment, les attributs système qui ont été modifiés automatiquement par dimension RM lors de cette création de nouvelles versions d'exigence. Au niveau de mon exigence en tant que telle, j'ai créé une nouvelle version. Vous avez vu, au niveau du workflow, j'ai pas changé. Je suis toujours à l'état approved. OK. Donc là, je la fais vivre, je crée une nouvelle version et je suis toujours à l'état approved. Et par exemple, si je veux la faire évoluer dans le workflow, bon, par exemple, je vais faire quelque chose qui a pas beaucoup de sens, mais là, je vais faire un retire. Parce qu'en fait, c'est la dernière possibilité qui me reste pour une exigence approved par rapport au workflow qui a été défini pour cette classe. La dernière possibilité que j'ai, avec les droits que j'ai moi, c'est de faire un retire pour la faire avancer dans le workflow et passer dans l'étape suivante. Donc là, je l'ai passé à l'étape suivante, qui est l'étape retire, qui était donc cette exigence, je la retire. Finalement, je n'aurai pas à la traiter dans le cadre de mon projet. Donc voilà, je vais juste avancer cette exigence. OK. Alors là, du coup, j'ai pas compris là du coup. Enfin, on crée une nouvelle version d'exigence, c'est-à-dire potentiellement une modification d'une règle de gestion. C'est ça. J'aurais eu tendance à le dire, non, elle reprend son cycle, elle reprend le cycle de vie depuis le début, fait qu'on s'assure que la règle de gestion telle qu'on l'a décrite est bien approuvée par le métier, etc. Je suis un peu surpris que le seul choix qu'on ait, c'est de la sortir en fait. C'est pareil, ça dépend du modèle de classe. À ce moment-là, ici, au niveau du modèle, c'est toujours un exemple. Donc là, au niveau du modèle de classe, en fait, il aurait fallu faire une transition qui revienne à proposed. Et à ce moment-là, vous pouvez plus revenir à proposed et puis repartir. Toujours pareil, ça dépend de votre organisation, comment vous souhaitez voir gérer vos exigences. Il n'y a pas de C'est vous qui définissez ce workflow-là, donc on mettra les boutons dont vous avez besoin pour revenir aux états que vous aurez définis et dont vous aurez besoin. Ça me fait penser qu'ici, vous voyez en italique, ce sont les rôles qui ont le droit de traiter à cet état-là. Donc par exemple, on modifie l'exigence et on l'envoie à proposed associé à l'état, je sais pas moi, à l'état marketing, par exemple, et du coup, ce sera uniquement l'équipe marketing qui aura le droit de la faire avancer dans l'étape suivante. Donc pareil, c'est vous c'est customisable tout ça, donc c'est vous dans la première étape du projet, c'est de comprendre vos besoins et justement définir ce modèle de classe et définir ces workflows. Ça c'est au niveau du premier atelier, c'est la première étape de la mise en place de dimension RM dans un contexte client. Je vais fermer donc cette exigence
prod 27. Et puis donc je vais aller activer par exemple la speed view. Donc la speed view, c'est ce qui va vous permettre de créer des liens entre différentes exigences de façon en masse, de façon rapide. Et donc par exemple, je vais souhaiter lier mon exigence prod 28 par exemple avec des exigences de ma classe marketing. Donc ici, je vais dire affiche-moi toutes les exigences de ma classe marketing. Voilà. Ici, si vous avez déjà l'icône qui est ici, ça veut dire que cette exigence 21, elle est déjà liée à ma prod 28. Et puis donc moi, je vais dire relie-moi, je sais pas moi, la marketing 22, la marketing 20, etc. Donc je peux faire de la multisélection. Et puis je dis ici, crée-moi le lien avec ma classe, mon exigence prod 28. Donc là, j'ai créé le lien, j'ai le petit icône qui apparaît. Du coup, au niveau de ma prod 28, ici, si je vais ici sur les LinkedIn, je vais retrouver ma marketing 22 qui est affichée, qui permet donc de créer cette interface permet de créer des liens en masse. Alors pour créer des liens en masse, deux façons de faire. Celle que je suis en train de montrer, ou également on peut faire de l'import Excel pour si vous avez un certain nombre de liens entre exigences à importer. On peut également le faire de façon automatique via un import de ces différents liens. Ça peut être très très utile. En parlant d'import, justement, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer les différents types d'imports qui sont ici. Donc comme je vous l'ai dit, XML, CSV, Word ou Rectif. Si c'est du CSV, donc là, j'ai un fichier ici que je vais importer. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans, mais juste une seule ligne. Il y a juste une seule ligne avec donc de mémoire le title, qui est en charge de la traiter, et puis la description. Évidemment, on peut avoir n lignes dans ce tableau. Et donc, je vais l'importer en fait. Donc, on fait un import CSV. Alors, quand je fais un import CSV, évidemment, il faut que j'aille dire quel fichier je veux importer. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire par rapport à ce fichier? Est-ce que je veux créer des exigences ou est-ce que je sais que ce sont des exigences qui sont déjà dans le référentiel et je veux faire un replace? Est-ce que je veux supprimer des exigences ou alors tout ce qui est par rapport à des liens? Est-ce que je veux créer des liens ou en supprimer? C'est ce qui permet l'interface. Donc, moi, je vais créer des exigences. Dans quelle classe je vais souhaiter importer ces exigences que je suis en train, qui sont dans mon fichier Excel. Donc moi, je vais les mettre dans ma classe Product Requirement. Dans mon fichier Excel, des fois, la première ligne, c'est le nom des colonnes. Des fois. Moi, c'est pas le cas. On aurait pu imaginer ici que votre équipe marketing vous ait fourni un fichier Excel avec ici le nom des colonnes. Ok. Bon, moi, c'est pas le cas, c'est directement les exigences à plat qui sont dans ce fichier. Donc, tout ça pour dire, c'est juste, du coup, je décoche cette option-là. Et puis donc, là, il est en train de browser le fichier CSV, puis il voit qu'il n'y a que 3 colonnes qui sont disponibles. Donc, ma première colonne, je vais la mapper. Ici, vous trouvez les champs des exigences de ma classe Product Requirement. Et donc, il faut que je fasse le mapping pour dire dans quel champ je vais aller sauvegarder les informations. Donc, mon champ 1, je vais mettre ça dans le title. Mon champ 2, je vais aller mettre ça dans le champ manager. Mon champ 3, je vais aller mettre ça dans un autre champ qui est le champ texte et le champ description en fait. En rouge, ce sont les champs obligatoires, en bleu, les champs système, en noir, les champs non obligatoires. Je fais l'import et là, j'ai un résultat d'import qui me dit c'est un succès. Évidemment, si j'avais 50 lignes dans mon tableau Excel, ici, j'aurais 50 lignes ici. Et à chaque fois, il vous dirait celle-là, j'ai pu la créer, celle-là, j'ai pas pu la créer. Donc là, petite question sur une modification. Si on était sur une modification d'exigence sur un nouvel import, il peut s'appuyer sur le title ou il faut réinjecter du coup l'identifiant. En fait, on définit sur quelle est la colonne qui permet d'identifier de façon unique l'exigence. C'est vous qui le définissez ici. D'accord. Ok. Donc, au choix. Ce que vous souhaitez. Et du coup, donc, si je remets dans mon quick search qui était ici sur la classe Product Requirement, donc il m'a chargé la 30. C'était celle qui était dans mon fichier Excel avec le champ title, Red Hire Mover, le champ owner et puis le champ description que j'affiche pas ici. Donc ça a été chargé dans ma classe Product Requirement. Donc si je l'ouvre dans si j'ouvre cette exigence que je viens de charger avec l'import, donc on voit automatiquement on est dans le premier état du workflow qui était l'état proposé. On a également un certain nombre d'attributs à renseigner. Donc, le coût, par exemple, je peux mettre 40.
Ensuite, au niveau d'historique, bah, évidemment, c'est ce que je viens de faire. Et puis, on peut dire, cette exigence que je viens de charger, je veux la mettre dans une collection, je veux la mettre dans un ensemble cohérent. Et puis, par exemple, je peux dire que je peux mettre ça dans ma liste des hotfix pour l'équipe de dev, par exemple. Bon, ça, pareil. Pareil, tout ce qui est collection, c'est pas obligatoire, c'est juste une façon de regrouper un ensemble d'exigences suivant un critère. Donc voilà, bon, voilà, ça vous permet de mettre à jour l'exigence que je viens de faire en y renseignant, que je viens d'importer, pardon, en y renseignant un certain nombre de paramètres. Donc là, comme vous l'avez vu, je l'ai stocké dans une collection. Et donc, par exemple, si je vais sur ma homepage et que je veux savoir quelles sont toutes mes exigences que je dois traiter dans le cadre d'un contexte particulier, là, ce contexte, c'est ma liste, votre liste, donc ma liste des exigences urgentes. Donc là, j'ouvre ma collection et puis je retrouve ici, dans cette collection de mes exigences urgentes à traiter, je vais retrouver donc l'exigence 30 que je viens de mettre et puis j'ai d'autres exigences marketing, par exemple, qui sont dans cette collection. C'est juste pour vous montrer à quoi sert une collection. Ça sert à regrouper des exigences de classes différentes dans un but précis, dans un but de traçabilité, dans un but de meilleure visibilité auprès d'acteurs connexes. C'est vous qui définissez qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans une exigence. Ça peut être également une version cible de votre application. Je souhaite mettre ces exigences-là dans une version cible 4.2 de mon application et donc je regroupe tout ça au sein d'une collection. Donc ça c'est vous qui définissez sa utilité à cette collection. Maintenant, je vais souhaiter s'organiser dans un document. Donc j'ai un document déjà qui contient des exigences. Il s'appelle ePhoto-Requirement. Donc je l'ouvre. Comme je vous l'ai dit dans les slides, dans un document, j'ai plusieurs types d'objets. J'ai ce qu'on appelle des chapitres et des sous-chapitres. Donc c'est vous qui les créez, évidemment. Donc là, j'ai créé un chapitre qui s'appelle Run on iOS, un chapitre introduction qui contient du texte et une image, un chapitre exigence, des sous-chapitres, et puis au final, ici, je retrouve les exigences en tant que telles, qui sont définies dans ces différents chapitres. Et par exemple, dans mon chapitre 4, ici, je vais souhaiter rajouter l'exigence que j'ai importée via le fichier CSV. À ce moment-là, je peux faire ici un add to chapter de l'exigence en question. Donc là, évidemment, j'ai une fenêtre de recherche. Je sais que mon exigence est dans ma classe Product Requirement. Et puis là, j'ai un certain nombre de critères de recherche pour retrouver cette exigence. Je peux rechercher par rapport à des attributs utilisateurs, des attributs métiers. Bon, moi, je sais que dans mon titre, il y avait lieu. Donc là, voilà, c'est mon exigence 30. Je l'ajoute. Donc, je l'ai ajouté dans mon chapitre Product Requirement. Donc là, j'ai les 3 exigences. Je peux faire du drag and drop ici pour les réorganiser, pour réorganiser ces différentes exigences au sein de ce chapitre. Et puis donc maintenant, j'ai souhaité publier mon document, donc le sortir des RM. Là, je suis dans RM. Donc toute la gestion de ce document se fait dans RM. Et puis je vais souhaiter sortir le document contenant les chapitres, le texte et les exigences pour le transmettre à une équipe tierce. Donc à ce moment-là, je peux faire un publish du document, format doc, PDF ou Excel. Je publie ce document. Donc là, il me génère un document que je peux ouvrir avec Word. Donc au niveau de ce document, on peut définir des en-têtes et des pieds de page. Donc là, je ne l'ai pas fait dans l'exemple, mais on peut définir en haut un cartouche d'en-tête et de pied de page. Également, donc, il génère la table des matières de façon automatique. Et puis ensuite, on va retrouver les différents chapitres avec les exigences. Pareil au niveau du formalisme. En fait, d'ailleurs, c'est basé sur un normal.dot Word. Donc, en fait, tout ce qui est formalisme ici, c'est à nous de le définir en fonction de ce que vous souhaitez voir visualiser. Pareil, les exigences ici, c'est vous qui définissez quelles sont les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans le document final. Donc, je vais fermer ce document qui est ici. Je vais en faire un snapshot. Donc, ça, c'est un document que je veux livrer à l'équipe X. Donc, je veux le figer pour plus qu'il soit modifiable dans Dimension RM. Donc là, je fais un snapshot de ce document. Et puis, j'ai également la possibilité de faire une baseline des exigences qui sont dans ce document. Ça veut dire que je fais le document, je le sors d'RM et j'empêche toute modification des exigences qui sont dans ce document en créant une baseline. Donc ça, c'est également intéressant comme mécanisme. Comme ça, on est sûr que ce document est sorti, il va être validé par des équipes externes et pendant ce temps-là, j'empêche toute modification d'exigence pour toujours qu'on soit cohérent par rapport à ce contenu de ce document. Le document, donc, va continuer à vivre. Donc, par exemple, ici, je vais modifier du texte libre.
ma démo. Autre chose importante sur les chapitres, vous avez vu, là j'ai ajouté à la main l'exigence. Je suis allé la chercher avec des critères de recherche. Il y a une autre façon qui est plus intelligente de faire, c'est qu'ici vous pouvez baser des chapitres sur des queries. Ça veut dire que à chaque fois qu'une exigence, par exemple, va être ajoutée dans telle ou telle classe, ou à chaque fois qu'une exigence, par exemple, va changer de priorité, automatiquement, elle va venir alimenter le document sans que vous, manuellement, vous ayez besoin d'aller la saisir. Donc ça également, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, qui permet de peupler de façon automatique, basée sur un critère de recherche, les chapitres de ces exigences, de ces documents. Pardon. Donc là, j'ai modifié du texte libre, et puis j'ai la possibilité, évidemment, de comparer le document qui a été snapshoté, avec ce document en cours pour avoir de l'information. Donc là, la première chose qui me montre, c'est un summary. Donc là, j'ai pas modifié d'exigence, donc j'ai 13 exigences inchangées. Par contre, ici, si je vais au niveau du premier chapitre, ici, il surligne en bleu ce qui a été modifié. Donc là, en fait, il voit qu'il vous permet d'avoir de la visibilité sur les différentes modifications qui ont lieu au sein de ce document. Donc là, je suis. Si vous avez des questions, il me reste 10 minutes, ça va être un peu chaud. Est-ce que vous avez on peut déborder un petit peu éventuellement? Je préférais qu'on déborde pas trop de la démo pour pouvoir prendre 5 minutes pour discuter de la suite, quoi. Ok. Du coup, même si on va pas tout au bout de toutes les fonctionnalités, etc., parce que bon, après, on n'a pas encore à l'implémenter chez nous. Hein. Après, j'avais un autre projet qui implémentait des classes de test, mais bon, c'était la même logique, on définissait des cas de test, etc. Avec le rapport de traçabilité, on pouvait voir de bout en bout si elles sont couvertes ou pas. Donc, ça nous intéressera plus sur l'aspect intégration HPLM. Ouais, ok, donc je vais laisser. De toute façon, on prépare quelque chose autour de ça. Ok, et la dernière partie de ma démo, c'était sur la partie agile. Je vous la fais ou pas? Bon, on peut jeter un œil, oui. Okay. 5 minutes. Ça marche. Donc ici, pareil, si vous avez le module agile qui est à disposition dans l'interface dimension RM, donc ils vont vous permettre d'adresser vos différents produits. Donc moi, j'ai un produit ici qui s'appelle iPhoto iPhone application. Et pour cette iPhoto application, j'ai un certain nombre de releases qui ont déjà été définies. Ma release 1, ma release 2, ma release 3, qui ont déjà été qui ont déjà été développées pour ce produit. Donc moi, je vais créer une nouvelle release. Donc cette nouvelle release, donc, elle va démarrer, on va la faire démarrer aujourd'hui. On va la faire aller jusqu'au 30. Et dans le cadre de cette release, je sais que j'ai 100 jours hommes à disposition pour traiter cette release. Donc cette release répartie sur 15 jours avec 100 jours hommes, je vais souhaiter la décliner donc en sprint. Donc je sais que je vais faire 2 sprints pour cette release. Je vais faire un premier sprint qui va aller d'aujourd'hui au 23. Et puis je sais que je vais avoir un deuxième sprint pour la deuxième semaine. Maintenant, il va me rester à déterminer qu'est-ce que je vais mettre dans ces différents sprints. Donc là, j'ai mon Aurora qui contient donc 2 sprints ici. Le sprint Aurora 1 qui aura lieu du 16 au 23 et puis le sprint 5 qui aura lieu du 24 au 27. Qu'est-ce que je vais mettre dans ces sprints? Là, c'est ce que j'ai dans mon backlog. Je vais sur mon écran backlog. Dans mon écran backlog, en fait, je vais retrouver l'ensemble des exigences qui sont dans le backlog que je vais souhaiter adresser au travers d'une release déclinée dans des sprints. Donc ça, ce sont des exigences qui sont déjà existantes. Évidemment, je peux en créer des nouvelles. Donc là, je vais prendre share photo. Je vais souhaiter l'adresser ici. Là, je continue à alimenter mon backlog. Et par exemple, pour share photo, j'ai la possibilité de découper cette feature en story. Et puis, par exemple, ça va être donc share photo via Facebook. Et donc, Facebook, je pense que j'en ai pour 20 jours pour traiter ça. C'est de la priorité haute. Et puis donc c'est lié à cette feature que je viens
Et la légère photo sans S, c'est celle-là que je viens de faire. Et donc là, vous voyez ici, dans la partie basse, je vois que ma feature chat photo, elle se décline via Facebook et puis via, j'en sais rien, via Instagram. Là, par contre, pour cette feature-là, j'ai eu 10 jours de boulot. Et puis, donc, toujours pareil, je vais pouvoir mettre ça dans ma... ici. Donc là, en fait, je retrouve mes features qui sont dans mon backlog, déclinées en 2 stories. Et puis, je sais que ces features-là, il faut que je l'adresse dans ma release Aurora. Dans ma release Aurora, je sais que j'ai 100 jours home à adresser. Donc là, je fais juste un drag and drop ici. Donc là, ici, je vois qu'au niveau de ma capacité, j'ai encore 70 jours home disponibles, a priori. Donc, je pourrais éventuellement rajouter d'autres features dans cette release Aurora. J'ai assez de jours home pour pouvoir la traiter. Ensuite, je continue le déroulement de cette histoire. Donc, si je regarde sur Aurora, donc je retrouve bien ici mes 2 stories. Et puis mes 2 stories, par exemple, elles sont à l'état élaboré. Et puis on peut imaginer que, avant d'aller au développement, on va passer par des étapes intermédiaires, qui sont par exemple le pré-planning, dans lequel vous allez associer différentes tâches que vous faites en interne. Également, c'est paramétrable, les différentes étapes que l'on a. Donc ça dépend de votre organisation. Donc là, on peut dire que Facebook, elle est en état pré-planning, alors que la story via Instagram, elle est prête pour être développée dans des sprints. Pareil, donc maintenant, je mets celle-là cette story-là, prête à être implémentée au travers de sprint. Donc, prête à être implémentée au travers de sprint. Donc, si je vais maintenant dans l'onglet de mes sprints, je vais retrouver pour ma release Aurora mes deux fonctionnalités. Maintenant, il faut que j'indique dans quel sprint je vais la mettre. Est-ce que je vais la traiter dans mon sprint 1 ou dans mon sprint 2? Voilà, je vais la mettre toutes les deux à adresser dans mon sprint 1. Et puis du coup, maintenant, je sais que je dois les adresser dans mon sprint 1. Donc à partir d'aujourd'hui, je sais que je dois les adresser. Le sprint 1 commence aujourd'hui. Et donc dans mon dernier onglet, pour Aurora, pour mon sprint 1, je les retrouve ici. Et puis je vais pouvoir dire celle-là est en cours de développement. Donc elle est en cours de développement. Ça veut dire que on avait estimé à 20 jours. Et puis il ne nous en reste plus. On estime que l'effort qui reste, par exemple, c'est 5 jours pour cette exigence. Donc là, on a une barre de progression qui apparaît, qui permet de voir que cette story a été développée aux 3/4 et que l'autre story via Instagram n'a pas encore été implémentée par les équipes utilisateurs. Après, j'ai des rapports de traçabilité derrière qui vous montrent tout cet enchaînement. Donc ça, c'est les mêmes rapports de traçabilité que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la même logique. Et du coup, si on revient au niveau de l'overview ici, au niveau du départ, donc on a la possibilité de voir où est-ce qu'on en est par rapport aux différentes dates, la charge qui a été estimée, la charge restante, et donc tout ça qui est au fil du temps, qui va décliner en fonction de la mise à jour de cet attribut remaining timing, qui vont permettre de savoir où c'est que vous en êtes du développement de ces différentes exigences. Voilà, j'ai fini. Désolé, j'ai mis un peu de pression sur le timing. Bon, c'est vrai que la partie cas de test aurait été intéressante aussi, mais comme elle ne s'articule pas encore complètement avec HPLM, forcément, on risque de faire un peu dans le vide. En tout cas, votre conférence globalement nous montre bien ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire ce que peut être la discipline de gestion des exigences. Ça montre que c'est un travail complètement collaboratif, donc j'ai bien compris que cet outillage-là était un outillage d'entreprise, donc il ne pouvait pas être évidemment uniquement concentré sur les équipes de recettes. Ça veut dire qu'on a un partage à faire avec les équipes d'édition. Donc aujourd'hui, on a invité personne de nos équipes d'édition, c'est-à-dire les référents métiers, ceux qui collectent les besoins et qui les transforment en spécifications fonctionnelles générales. Évidemment, c'est eux qui nous fournissent les exigences, donc ça les intéresse en tout premier point. Donc je pense qu'effectivement, il y a un dialogue à avoir avec eux sur, et puis peut-être une autre démo à prévoir, ou en tout cas c'est leur cœur de métier à eux. Nous, ce qui nous intéresse côté recette, c'est effectivement maintenant ce lien avec HPLM, comment on peut le construire, comment ça peut s'envisager pour qu'on ait un minimum, qu'on ait 0 double saisie. Ouais, parce que c'est ma préoccupation, forcément. Bien sûr.
Attends, quand vous êtes au cours d'un POC, je sais pas, Emmanuel, enfin, je sais pas. Oui, je pense que pour moi, il y a deux choses principales. Il faudra peut-être organiser une deuxième présentation auprès des équipes d'édition pour qu'ils soient tout de suite impliqués sur le sujet, si ça vous convient, Monsieur Vanel. Et en parallèle, qu'on essaye de regarder plus en détail cette partie avec HPLM pour peut-être analyser le plugin existant, voir s'il peut y avoir des choses qui peuvent être améliorées, regarder si ça vous convient déjà en termes d'intégration et si on peut encore améliorer le zéro ressaisie que vous évoquiez. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourrait passer potentiellement une étape de POC si vous le souhaitiez. Mais je pense qu'il y a ces deux prérequis précédents qui sont importants. Oui, donc de toute façon, moi je suis partisan d'étudier ça par l'exemple. Hein. Donc effectivement, ce qu'on peut envisager de faire aussi, c'est regarder un périmètre sur lequel on a aujourd'hui des exigences et la façon dont on les a traduits dans HPLM et donc voilà, sur un périmètre concret, opérationnel, vous montrer ce qu'on a pu faire. Oui. De façon à ce que vous aussi vous puissiez vous appuyer sur du concret chez nous et puis nous proposer un périmètre de POC, enfin en tout cas regarder la faisabilité par rapport à un existant, quoi. Voilà. Ok. Donc regarder sur un périmètre sur lequel on aurait mis des exigences coordonnées, construites dans HPLM et sur lequel on aurait, on considère qu'on a une bonne, on est satisfait entre guillemets dans la mesure du possible de la façon dont on a décliné le besoin métier dans nos cas de test. Regarder comment ça se traduirait dans Dimension plus HPLM, quoi. Oui. Ensuite, on a l'autre aspect qui est, je regarde l'agile avec intérêt aussi, puisqu'effectivement, donc on voit que l'exigence devient cœur de la granularité du backlog. Donc effectivement, c'est un travail d'entreprise. Ça serait intéressant de regarder aussi dans des projets agiles qu'on a aujourd'hui, comment sont déclinées les exigences. Mais là, je dirais, c'est peut-être effectivement avec un PO des équipes édition qu'il faudrait travailler ce volet-là du sujet, quoi. D'accord. Voilà. Parce que du coup, effectivement, dans nos projets agiles, notamment, il faudra qu'on ait une bonne intégration également. Et alors, moi, j'y vois un intérêt, c'est qu'effectivement, avec un outillage, je dirais, collaboratif et convivial, enfin, en tout cas facile à manipuler, on encouragera probablement plus facilement les équipes d'édition à formaliser et à partager avec nous et à ajuster. J'ai vu aussi que du coup on pouvait travailler à plusieurs mains sur une exigence donnée. Et puis le gros intérêt, si on arrive effectivement à intégrer avec HPLM, c'est que en effet les équipes d'édition ont directement les tableaux de bord sur l'avancement des recettes. On n'a même plus besoin de prévoir des sessions pour leur présenter quoi que ce soit, quoi. Ok. Pour ça, il faut réussir l'intégration. Ou nous convaincre qu'on sorte d'HPLM. C'est une deuxième possibilité. Sachant que l'intérêt, Catherine, pour toi, l'intérêt d'HPLM, c'est par rapport à l'intégration qu'on a notamment avec Canest. Eh bien voilà, on a aujourd'hui des tests automatiques et avec un lien avec les outils Canest, donc de la société Galit, qui derrière chaque cas de test de chacune des campagnes associe un script Canest et donc la génération de nos jeux de données en fait. D'accord. Donc les tests peuvent être... C'est ce qui nous rendra difficile la sortie à court terme en tout cas, de l'outil. Voilà. Oui. Sur toute la partie front office du moins. Hein. Oui, tout à fait. Notre souhait n'étant pas de vous faire sortir d'HPLM, mais bien d'apporter une solution complémentaire à l'existant. Par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Vanel, je pense qu'on peut peut-être déjà traiter cette problématique intégration HP peut-être en organisant un atelier avec les bonnes personnes de votre côté, Sylvain et voire d'autres personnes chez nous,
pour bien comprendre comment vous travaillez, essayer d'élaborer un petit exemple ensemble que vous évoquiez, et vous montrer exactement ce qui existe en matière d'interfaçage à ce jour, et de voir comment ça peut matcher, voir si on peut passer à une étape de POC par rapport à ça. Oui. Est-ce que Catherine, du coup, tu peux prendre l'action d'identifier un périmètre avec tes équipes? Alors peut-être, enfin je sais pas dire, hein, peut-être plus sur un sujet front, sur lequel on a des exigences bien construites. Enfin, un endroit où tu considères qu'on a des exigences, alors dans le meilleur des cas, construites à partir d'un document fourni par l'édition, ou au pire des exigences qu'on a saisies nous, mais qu'on considère bien représentatives et qui nous a permis de montrer les résultats de la recette au métier en tout cas. Oui, ben côté acquisition, paiement, on a un bon formatage des exigences à partir des CUF. D'accord. Qui servent de base aujourd'hui au plan de test. Alors en plus, ça a l'avantage du coup de pouvoir peut-être aussi rejoindre le sujet agile, puisque sur ce périmètre-là, on est en agile. D'accord. Ouais, bah c'est un bon exemple. Du coup, tu revois ça peut-être en dehors de la séance. Et puis du coup, identifie Sébastien comme point d'entrée pour dans l'équipe pour sélectionner une partie du périmètre. Hein. On va pas mettre tout le périmètre du SA, mais identifier une partie. Bah, sur une exigence Clarity en particulier. Hein. Voilà. Alors attention, une exigence Clarity, c'est un projet. Oui. Non, mais c'est l'objet d'une volontaire. collection d'exigences, voilà, Absolument. qui fait partie du plan des exigences. Oui, non, mais qu'on décide sur quel projet on zoome, quoi. Quelque chose avec pas trop de complexité non plus. Je veux voir avec Sébastien ce qu'il en pense. Ouais. D'accord. Donc on fait ça, Catherine, regarde ça de plus près, et puis ensuite vous revenez vers nous. On propose peut-être une petite session de partage. Alors du coup, la personne, Sébastien Derache, que Catherine cite, il est situé à Toulouse, lui. Donc, d'accord. On peut faire une session présentielle. Il faudra voir comment on peut s'organiser, ou sinon effectivement par dans un premier temps. Par partage d'écran. Hein. Partage d'écran, regardez quelle solution on a dans l'autre sens pour vous partager nos écrans également. Ok, entendu. Bah écoutez, on attend votre retour. C'est en prochaine étape, et puis en effet, du coup, après, il faudra que vous présentiez, vous pouvez proposer le levier avec HPLM au milieu. En plus, on est sur un périmètre là, acquisition paiement, sur lequel on a de l'automatisation d'équipes de tests automatisées, etc. Donc on a des besoins forts, et on est sur un périmètre où il y a de l'agilité également. Donc on va pouvoir rejoindre un petit peu tous les morceaux là. Ah oui, c'est intéressant. Oui. On fait comme ça et on se fait un point de passage. On se refait un point dans la même configuration d'ici un mois, peut-être. Oui. Je sais pas. Oui. Pour proposer une séance, pas très avec bien. Démonstration, mais bon, niveau pilotage un peu. Je vous repropose des dates, ou on peut bloquer une date tout de suite? Je préférerais qu'on pose des dates plus tard, parce que là il est déjà un peu tard là. Moi je dois y aller. On va manquer de temps, tout simplement. On fait comme ça. Merci beaucoup, en tout cas c'était très intéressant. Merci d'avoir pris le temps. Il n'y a pas de souci. Excellente journée. Merci pour votre présence. Merci. Et puis on avance sur le sujet. Merci. D'accord. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.